le ministre des Mines était en conférence de presse cette semaine avec à ses côtés le ministre de la Communication. Le professeur Foucalistus a annoncé un ensemble d'avantages, notamment le nouveau visa du secteur minier camerounais avec le démarrage des grands projets et la restructuration du secteur aurifère. Il a indiqué justement que le secteur minier en 2025 camerounais change de visage et le Cameroun devient un pays producteur industriel. Il a évoqué les retombées attendues des projets qui ont été énumérés, un peu pas moins de 5 projets et les perspectives. Il a défini le rôle des uns des autres dans le cadre de la surveillance des activités de production et d'exploitation de l'or, y compris l'exportation, le ministère des Mines, la SONA Mines, la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts, les forces de sécurité, dont gendarmerie, armée et police, mais également le secrétariat national permanent du processus de Kimberley. Les rôles des uns et des autres ont été présentés aux hommes de médias. Il a évoqué également les mesures prises par le gouvernement qui sont en cours d'implémentation, notamment l'institution d'un seuil minimal de production pour une activité semi-mécanisée. Il a parlé des lois fiscales, mais également le recensement des sites illégaux, le démantèlement des équipements et fermetures des dits sites. Et puis la conclusion est assez intéressante. On va aller rapidement à cette conclusion-là pour dire avec le ministre des Mines que s'agissant du problème des écarts sur l'or, celui-ci réside sur la quantité déclarée et collectée, vu que les taxes spécifiques et à l'exportation sont prélevées dans les sites de production. Ce système a présenté ses limites puisque le constat est que la collecte s'effectue sur les déclarations minorées présentant à peine 10% de la production réelle. Et le ministre dit ceci: au demeurant, le Cameroun dispose aujourd'hui de réserves en or à hauteur d'environ 1500 kg logés au ministère des Finances. Ce n'est que si une partie de ces réserves est portée disparue qu'on pourrait parler de perte en or pour le Cameroun. Au cas contraire, on ne saurait parler de perte à l'état actuel de l'or pour le Cameroun. Qu'est-ce que vous comprenez par là, Nicolas Abadi? Oui, moi je dirais encore une fois, et puis vous avez bien fait de dire que ce sujet est lié au précédent sujet, parce que, encore une fois, il faut toujours partir de ce que l'État lui-même, propriétaire des entreprises et propriétaire des ressources du sol et du sous-sol camerounais. Il faut que l'État définisse lui-même ce qu'il veut et ce qu'il entend et s'assure que les mécanismes d'incitation, que ce soit dans un secteur pour les investisseurs privés, que ce soit dans la gestion des entreprises pour les personnes qu'ils nomment, qu'ils s'assurent que ces mécanismes d'incitation et que les mécanismes de contrôle, bref, que tous ces coûts d'agence qu'il est censé supporter fonctionnent de manière optimale pour s'assurer que les intérêts stratégiques les intérêts stratégiques de notre pays sont préservés. Alors, vous parlez là, effectivement, vous soulevez un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais, vous savez, la question de l'or, c'est aussi la question d'autres ressources, comme les ressources forestières, l'autre bois, de toutes ces richesses naturelles que regorge dont regorge notre pays, et qui, on peut se demander, dont on peut se demander si l'État en tire le meilleur parti, le meilleur bénéfice, puisqu'il s'agit de ressources qui sont souvent géographiquement localisées dans une région. Il faut se demander, est-ce que ces ressources, au-delà, non seulement profitent à la région elle-même en termes de développement et au fils de la région, je sais que c'est une problématique qui touche... mais au-delà, est-ce que notre pays en tire tous les bénéfices? Alors, s'agissant spécifiquement de l'or, vous savez, moi j'ai accompagné il y a un peu plus d'une décennie, voire 15 ans, un opérateur asiatique qui était dans le secteur de l'or à l'est du Cameroun. Et ils sont venus me voir, parce que vous savez, en tant que président des organisations patronales, beaucoup de chefs d'entreprise ou d'opérateurs économiques viennent vous voir pour que vous les accompagniez, vous les assistiez dans les différents contentieux, que ce soit les contentieux fiscaux ou des conflits avec l'administration. Et il vient me voir pour que j'intervienne dans un contentieux fiscal qu'il avait avec l'État du Cameroun,
parce qu'on lui réclamait, en tout cas on lui avait fait un redressement fiscal de plusieurs centaines de millions d'euros. Et quand j'en donne le dossier pour bien comprendre, pour voir si l'administration fiscale a abusé de son pouvoir ou s'il y a matraquage fiscal de l'opérateur économique, je découvre que en 3 ans, installé à l'est du Cameroun, le gars a gagné près de 21 milliards, à moins de 3 ans. D'ailleurs, en 1 an et demi. En 1 an et demi, parce qu'en réalité, il a fait 3 ans, il explorait pendant 1 an, il ne trouvait pas grand-chose, et puis, tout d'un coup, il a trouvé un site il a gagné 21 milliards. Et sur les 21 milliards, je parle de l'or, de l'exploitation de l'or, sur les 21 milliards qu'il a gagné au Cameroun, avec, dans la production de l'or ou l'exploitation de l'or, il n'avait reversé à ce moment-là à l'État du Cameroun que 37 millions. 37 millions. 37 millions de 21 milliards. Oui, 37 à travers l'État et tout. Voilà, il avait réussi. Alors, j'ai été obligé de faire quelque chose de patriotique. J'ai fait semblant de m'occuper de son cas, mais moi-même j'ai appelé j'ai appelé l'administration fiscale parce que c'était choquant. Parce que ça, bon alors, il pouvait bien, d'ailleurs c'est ce qu'il m'avait proposé, et on l'a redressé au niveau, on devait le redresser, et je l'ai convaincu qu'il n'avait pas d'autre choix que de payer. Donc, cette question de l'or qui se pose aujourd'hui, je prenais cet exemple pour dire que ça fait des années que l'or du Cameroun est exploité de plusieurs manières, par des compagnies essentiellement asiatiques. Je ne veux pas nommer les pays ici, mais on les connaît. Et au-delà du détournement des ressources de l'or lui-même, ils le font dans un saccage environnemental qui ne dit pas le nom. Ils le font sans aucun respect même de la réglementation. Parce que beaucoup sont venus, ont parlé d'exploitation artisanale, qui au Cameroun est bien spécifié dans le cours minier. Communauté. Mais on s'est rendu compte que il se présente, ou en tout cas, ils prennent des licences comme des entreprises qui ne devraient pas rechercher au-delà de 30, je pense, et 30 mètres sous-sol. Parce que quand vous faites il y a des seuils, vous ne devez pas dépasser. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, c'était 30 mètres. Au-delà, vous êtes déjà dans le semi-industriel ou dans l'exploitation industrielle qui a d'autres exigences spécifiques, réglementaires et techniques. Mais beaucoup de ces entreprises violaient cette limite. Voilà. Donc l'État, et à l'époque, il y avait une agence qu'on appelait Capam, qui avant la mise à place de la Solani, qui en réalité n'était qu'un passoire, ce qu'on avait comptoir d'achat. Bref, ce que je veux dire, M. Jean-Jacques Zé, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que ce sont des secteurs qui demandent une véritable reprise en main de l'État pour que les intérêts du pays soient sauvegardés. D'accord. Parce que de manière générale, l'exploitation qui a été faite de l'or depuis, je ne sais pas quand ça a commencé, jusqu'à aujourd'hui, de manière générale, ne profite pas à l'État. Et qui dit ne profite pas à l'État, ne profite pas de manière optimale. Ça profite à quelques intérêts. C'est un peu comme dans beaucoup d'autres secteurs. Il y a des intérêts privés que je ne connais pas et que je ne veux pas, qui n'est pas l'objet de mon propos. Mais il dit que de manière générale, c'est que l'État en tire. Donc je me suis étonné du discours ou de la conférence de presse du ministre de l'Industrie, parce qu'il s'est contenté de constater ce qu'on avait pu faire. Si j'avais été là où j'avais été je lui aurais demandé, est-ce que les réserves d'or que l'État a aujourd'hui, est-ce que les revenus fiscaux que l'État a tirés sont ce que l'État devrait avoir à ce jour. D'accord. Ce qu'il a dit, merci Daniel. Ce qu'il a dit, c'est que le Cameroun dispose aujourd'hui de réserves en or à hauteur d'environ 1500 kg. Le jour au ministère des Finances, au moment où on parle des tonnes qui se retrouvent aux Émirats Arabes Unis. Exactement. D'abord les libéraux. Donc il y a une dilapidation de ressources. On a compris cela. Sur la sortie du ministre, et ces chiffres qui indiquent seulement qu'on a quand même
1500 kg d'or. Ce que le ministre fait, c'est du sophisme et c'est très mauvais. Parce qu'il comprend ce qu'on veut dire quand on dit que l'État paye. Et il se sent obligé de venir nous démontrer que non, l'État ne paye pas parce que c'est l'État a prélevé à 1500 kg d'or. Mais il comprend comme citoyen ce que nous voulons dire quand on dit que l'État paie. Parce que si le potentiel minier c'est 30 tonnes et que l'État ne voit passer que 1500 kilos alors qu'il y a eu 25 tonnes qui sont sortis, il est légitime que les gens disent que l'État a perdu. Est-ce que l'État voulait ne pas voir les 25 tonnes passer? Donc prendre la parole pour faire ce type de justification, et une fois de plus, ça m'amène à interpeller le facteur humain. Vous avez suivi ce que Abaté dit? S'il n'y a pas des hommes pour se sentir touché de voir que on vous a donné un permis, mais vous faites au-delà de ce qui est prévu, qui doit voir ça? Ce sont nos hommes, non? De quelle qualité sont-ils? De quelle qualité sont-ils? S'ils ne sont pas susceptibles de voir que l'État n'est en train de recevoir que 1500 kg, alors qu'en réalité, il y en a plus que ça. Et ils se taisent. Le facteur humain. Ça, je le dirais plus simplement. Le patriotisme. C'est de ça qu'il est question. Je peux vous dire une chose. En matière d'exploitation minière, l'État du Cameroun ne gagnera jamais de l'argent si c'est du libéralisme. Si c'est ça que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous donnez des permis, des entreprises privées viennent, parce que vous n'aurez jamais la capacité de contrôler ces entreprises privées. C'est comme le pétrole. Vous ne savez même pas comment on fait pour le baril, c'est quoi? Vous savez? Celui qui quand vous allez prendre un chevron pour entrer là-bas en bas, aller sortir le pétrole, il va vous dire que j'ai sorti 2000 barils. Vous prévalez simplement la capacité à contrôler si vraiment il vous dit la vérité. Mais s'il a sorti 50 000 barils, et il vous dit que c'est 2000 barils qu'il a sorti, et vous attestez que c'est 2000 barils. Donc tant que ce ne sera pas l'État lui-même qui a son entreprise, un peu ce qu'on attend à la Sonamine. ou alors, si l'État ne s'arrange pas pour que ce soit ses propres enfants, et ça, je suis particulièrement sensible à ça. J'ai déjà dit, l'or à l'Est, aux enfants de l'Est, prioritairement. Parce que si les artisans orifères étaient des enfants de l'Est, d'où vient-il que 30 ans, 40 ans, 50 ans, on n'a pas formé les joailliers, on n'a pas formé les gens. Vous allez là-bas, c'est les gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont partout là-bas, qui creusent. Tous les bijoutiers du Cameroun, aucun n'est ressortissant de l'Est. Aucun bijoutier ici n'est ressortissant de l'Est. D'accord. À partir de ce moment, comment vous allez faire pour savoir combien la masse d'or qui circule entre les mains des Maliens, des Sénégalais, des Nigériens qui sont dans la bijouterie? Ajoute maintenant les Asiatiques dont Abaté parle. Donc que personne ne contrôle. Sous le prétexte qu'ils paieront simplement les impôts. Comment vous pouvez croire qu'avec des matières de cette nature, la fiscalité sera la part de la richesse que l'État peut tirer de cette affaire? D'accord. Si l'État, tant que l'État ne va pas lui-même acheter l'or auprès de ses enfants et le revendre sur les marchés financiers internationaux, ce que nous avons fait avec le cacao. Parce que si le cacao est parvenu à construire le Cameroun, c'est bien à l'époque de l'ONCPB où les producteurs
étaient des nationaux, mais l'acheteur, c'était l'ONCPB qui revendait et qui faisait la plus-value qui permettait de... On est donc sur cette question-là, Hubert Otel et Somba, sur l'État qui fonctionne sur le régime de la déclaration. Vous venez dire que voilà ce que moi j'ai produit. Alors, il y a donc des mécanismes de contrôle qui sont faibles et quand on voit le ratio entre ce qui est dit comme sorti du pays frauduleusement et ce qui est détenu par l'État, je crois que la balance penche suffisamment vers les sorties illicites. Comment l'État peut maximiser son contrôle? Le ministre a cité toutes les structures qui doivent être dans le contrôle, mais on se rend compte que les fuites sont plus énormes. Où se trouve la caméra? Je voudrais parler au ministre des Mines. Cette caméra-là. Droit dans les yeux. Monsieur le ministre, j'applaudis, vous avez fait une belle communication, mais je vous pose une question. Quand? Comment on fait pour faire ce que l'or doit servir à notre pays, comme dans les autres pays du monde? Et pour cela, je voudrais vous dire, monsieur le ministre, à quoi sert l'or? L'or sert à la soutenabilité financière d'un pays, à la crédibilité financière d'un pays. 1500 kg d'or, c'est insuffisant. Ça fait 1,5 tonnes. C'est ridicule. C'est ridicule. Le mot est même ridicule, on n'aurait même pas dû le déclarer. Parce que, monsieur le ministre, tous les grands pays, les pays les plus riches au monde, sont ceux qui ont les plus grandes réserves d'or. C'est une constante. Tout comme les marchés financiers, les pays les plus grandes capitalisations boursières se trouvent dans les pays qui ont un marché financier efficient, un système de financement de son économie qui est connu et éprouvé. Le pays, quand on discute aujourd'hui, on parle de dédollarisation sans raison, alors que ce sont des débats techniques. Les États-Unis, c'est la première réserve d'or au monde. Ensuite, c'est l'Allemagne, troisième puissance mondiale. Ensuite, c'est l'Italie. Ensuite, c'est la France. Et ensuite vient la Chine, l'Inde, etc. C'est une constante. Donc, monsieur le ministre des Finances, il faut dire comment on va, monsieur le ministre des Mines, pardon, comment on fait pour arrêter les exportations frauduleuses connues. Parce que le système n'est pas frauduleux, vous dites en même temps connu. Bien sûr, le système n'est pas simplement un système de déclaration qu'il faut faire, mais le système de traçabilité. Et il y a le système ensuite de raffinage. Pourquoi il y a un projet au Cameroun depuis qu'il doit y avoir une raffinerie d'or? Pourquoi ce projet n'est pas mis en place? Qu'est-ce qui empêche notre administration, notre pays, à aller souvent rapidement vers les solutions qui portent des fruits de rentabilité et de progrès de notre pays? Est-ce que, monsieur le ministre des Mines, vous savez que si vous avez suffisamment d'or, vous permettez au ministre des Finances d'aller sur les marchés financiers pour pouvoir avoir accès au marché financier, emprunter à des taux qui sont vraiment des taux dérisoires. Pourquoi? Parce que l'or est utilisé comme collatéral. Il doit être utilisé comme collatéral. Aux valeurs refuge en économie. Aux valeurs refuge. Monsieur le ministre des Mines, il faut absolument certifier l'or du Cameroun. Pour cela, tout le monde sait que la London Bullion Market Association, la LBMA, on doit certifier. Allez, il y a des pays où on raffine. Si on ne peut pas raffiner chez nous, il y a des pays où on doit raffiner. Pourquoi est-ce que l'or se retrouve à Dubaï? Pourquoi notre or se retrouve à Dubaï? Parce que Dubaï, c'est l'une des principales places financières, places au monde où on achète l'or à vil prix. C'est facile d'y aller. Comment l'on fait pour sortir du Cameroun en l'état, pour se retrouver à Dubaï? Nous le savons. Il ne m'appartient pas. Je ne fais pas partie des services de sécurité pour pouvoir dire comment on le fait. Donc, nous sommes là dans une situation où, une fois de plus, l'or du Cameroun, ce n'est pas simplement un simple débat pour dire qu'il y en a pas assez. Le Ghana utilise son or. Il faut que nous ayons une réserve d'or qui représente minimum 20, 30, 40% de notre production. Et nous savons là où on produit l'or. C'est à l'Est. Que diable fait-on pour contrôler de manière efficace, de manière rigoureuse l'or qui sort de l'Est? Donc nous avons comme ça dans notre pays chaque fois des débats, des faux problèmes, alors que nous connaissons très bien la solution et nous savons à quoi cela sert. D'accord. Alors, on interrogeait tout à l'heure les mécanismes. On veut connaître comment on fait en Russie pour que l'or ne sorte pas de la même manière pour aller à Dubaï. Dans tous les cas, on est dans les systèmes. Comment on fait pour que l'or soit détenu à Fort Knox, que l'or soit détenu à Fort Knox? Les États-Unis, c'est plus de 8000 tonnes d'or.
8000 tonnes d'or. Oui. Et Comment on fait là-bas? Et nous sommes producteurs d'or, on déclare de manière, tu l'as dit, ridicule, 1500 kilos et on s'en prévaut. Nous sommes des citoyens, nous savons comment nous faisons. Nous sommes des spécialistes, que ce soit en matière financière, que ce soit en d'autres matières, on sait comment on fait. Nous pouvons aider notre pays, nous voulons aider notre pays. Mais il faut que chacun puisse bien faire son travail. D'accord, je voulais préciser sur les rôles des uns des autres. Hein. On a évoqué tout à l'heure les processus d'achat, de contrôle et autres. Il y a une structure fondamentale qui a été créée, c'est la Sonamine. Vous allez réagir. Présentée comme le bras séculier de l'État, les missions de la Sonamine sont clairement définies par le code minier qui, selon les thèmes de l'article 116, qui dispose que le contrôle et le suivi des opérations de production, de commercialisation et de transformation ou de valorisation des substances précieuses et semi-précieuses issues de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée incombe à l'organisme public dûment mandaté. Oui. Avec une Sonamine qui fonctionne normalement, on devait avoir un bon suivi, un bon contrôle et même toutes les opérations d'achat ou de vente d'or clarifiées. Non, mais je crois que le texte vient de nous dire, comme le débat que nous avions avant. Oui. Le problème a été déjà élagué par mes prédécesseurs. Nous souffrons simplement d'un simple mobile politique, c'est-à-dire où on a mis un frein à la construction des institutions qui doivent justement assurer non seulement l'extraction, l'exploration d'abord, ensuite l'extraction, le raffinage, et toute la certification et la commercialisation. On a juste mis un frein et on a transformé la Sonamine en une coquille vide. Alors, il parlait de 1500 et poussières, vous aussi, dans 1500 kilogrammes. Alors, si nous évaluons ce que le ministre dit depuis 2021, 22, 23, c'est une affaire de kilogrammes seulement qu'ils ont comptabilisé. Ça veut dire qu'en fait, les 1500 dont le ministre parle, c'est le CAPAM qui en fait a dû reverser ça. Puisqu'en fait, le CAPAM était une vieille cellule qu'on avait créée depuis dans ce qu'on appelle Minmil aujourd'hui, depuis 2003. Et justement, qu'ils ont dû simplement transformer en Sonamine, puisque c'est ce qu'ils ont fait. Mais la Sonamine a un texte merveilleux, je vous l'ai dit. Nous n'avons pas un problème de texte. Nous avons seulement un problème de logique politique, de système politique. Qui prévoit la création d'une raffinerie dans l'émission de la Sonamine. Alors, quand je dis qu'on a mis un frein, je vous dis par exemple que depuis que le Mali et le Burkina sont libérés, on va dire ça comme ça, de l'emprise française, le Mali a engagé avec la Russie la création de Soroma. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise de raffinage de l'or. Et dans cette entreprise, puisque eux n'ont pas l'argent pour construire une affaire pareille, ils ont dit à la Russie, bon d'accord, vous construisez, on a 62% de cette entreprise de raffinage et la Russie a 38%. Voilà comment ils ont réglé l'affaire. Et pour une production annuelle, tenez-vous tranquille, de 200 tonnes d'or. 200 tonnes d'or pour le Mali, qu'ils vont passer chaque année dans leur raffinerie. C'est-à-dire les estimations, les projections. Le Burkina à côté a fait la même chose. Ils ont créé Raffinor, c'est-à-dire une société de raffinage de l'or burkinabé. Vous savez combien ça va leur coûter? 15 millions de dollars. Là, les financiers, je crois que ça fait 7 milliards et demi environ. Je crois. 7 milliards et demi, ils vont me corriger. C'est-à-dire pour construire cette société, 7 milliards. Et pour une production qui va varier entre 150 et 200 tonnes d'or par an. Alors, nous aussi, nous produisons de l'or. Et on le dit, et on dit que nous sommes encore à la production artisanale. Et un chiffre sorti à Dubaï, c'est 25 tonnes. 25 tonnes. L'État, lui, il a dit qu'il a vu combien? 22 kg. 22 kg. Vous pouvez imaginer la division que l'État a fait pour nous faire avaler. C'est sur une période. Oui, prenons la période. On va même dire ça comme ça, mais moi j'ai seulement dit 200 tonnes au Mali projetées par an. Au Burkina, 150 à 200 tonnes par an. Mais nous, c'est sur une période de 2 à 3 ans, je crois. Quelque chose comme ça. 3 années. Nous parlons seulement de 25 tonnes. Il faut bien suivre l'affaire là. Vous voyez, voilà, je vais vous faire comprendre dans quelle logique nous nous retrouvons. Prenons donc le cas du ministre lui-même. Parce que je vous ai dit que nous n'avons pas un problème de texte. Nous n'avons même pas un problème de profil. C'est un problème de système. Voilà, monsieur. Le ministre titulaire est décédé. On connaît les circonstances. Personne ne va en parler. Aucune enquête n'a été engagée. Ce n'est pas le débat. Il est intérimaire depuis 2023. Il est secrétaire d'État, mais ministre par intérim. Alors dites-moi, le système est ainsi fait. Ce monsieur avait comme un communiqué
en 2000, non pas un communiqué, il écrivait au ministère des Finances pour lui faire part des pertes fiscales du fait de la vente frauduleuse de l'or. Et où il établissait effectivement que beaucoup d'argent sort et qui n'engage pas une plus-value sur la fiscalité de l'État. Ça, c'est une lettre du 9 avril de cette année, de cette même année. C'est ce ministre qui revient encore dans cette affaire que vous avez appelée conférence de presse, je ne sais pas trop, qui dit en fait que l'État n'a rien perdu en termes d'or. Alors, analysons. Je vous ai dit que c'est une affaire de système. Voilà un intérimaire. Vous attendez quoi d'un intérimaire? Un intérimaire, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas à sa place, qui chauffe les bancs pour que soit quelqu'un d'autre soit nommé, soit alors qu'on le confirme. Moi, je parle maintenant en tant qu'administratif. Quand vous êtes intérimaire, le système est bâti tel que vous devez travailler pour que ceux qui vous ont d'abord donné l'intérim vous maintiennent dans l'intérim. Non, vous maintiennent d'abord dans l'intérim. Parce que le Premier ministre peut prendre l'intérim, là, il donne même à notre ministre. Vous comprenez? Vous devez travailler pour que ceux qui sont chargés de nommer un ministre titulaire, là où vous êtes, là où vous assurez l'intérim, vous confirment. Quand je dis travail, ça veut dire que c'est un système de bakshish, de graissage de la machine. Alors, il vous a dit le 9, une lettre au ministère des Finances, comment nous perdons de l'argent, fraude sur l'or. Et il vient vous dire, presque nous n'avons aucune perte en matière d'or. Disons donc ceci. Quand il dit que nous n'avons aucune perte, l'État n'a pas perdu de l'or. Ça veut donc dire, puisqu'on peut dire que l'État ne perd pas de pétrole. C'est lui, Tété, qui disait tout à l'heure que quand Chevron envoie les tubes dans la mer là-bas, est-ce qu'il vous déclare toutes les quantités de pétrole brut qu'il en tire? Et quand même bien il déclare, à qui il déclare, est-ce que ces gens ne sont pas complices pour flouer l'État, par exemple en diminuant ou en réduisant, en aménuisant les quantités qui sont forées? Vous comprenez? Nous rentrons donc dans l'or. Pour dire que voilà un ministre qui vous dit que l'État n'a pas perdu de l'or. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que l'or qui sort de l'Est là, puisque c'est encore à l'Est seulement, parce qu'il y en a partout dans le Cameroun. Donc l'or là n'appartient pas à l'État, parce que nous savons en fait que toutes les ressources naturelles, qu'elles soient du sous-sol, appartiennent d'abord à l'État. Et quand on dit que l'exploitation est artisanale, c'est que l'État se dit, les populations riveraines, c'est un moyen pour elles de pouvoir souder le quotidien. Et que ces ressources qui sont extraits de manière artisanale peuvent contribuer à un essor social et même développementaliste de cette zone-là. Vous comprenez? Alors le problème n'est pas l'exploitation artisanale. Le problème est l'encadrement de ces exploitations et la canalisation des productions artisanales. Voilà où tout se joue. Vous comprenez? Alors ils ont donc maintenu le Cameroun pendant plus de 30 ans. Parce que nous sommes partons de 2003 jusqu'à aujourd'hui et avant. Parce qu'effectivement les apparatchiks ont trouvé un filon pour pouvoir justement donner des agréments. Parce que c'est aussi le ministre qui donne ces agréments-là à ces petites corporations artisanales, ainsi de suite, et à ces gens-là qui, quand on dit des agréments. Donc c'est comme ça que le système a été tissé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce que vous voyez. C'est-à-dire que des apparatchiks sont des agréments, mais comme leur nom ne doivent jamais sortir sur l'affaire-là, ils font des prénoms. Et le ministre sort vite et il nous affiche 200 entreprises. Il dit, voilà toutes les entreprises du Cameroun, cherchez les noms des gens que vous cherchez. Et non, le Cameroun n'est pas dupe. Le Cameroun n'est pas dupe, vous comprenez? Moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas là-bas. Moi, le plus important, c'est comment fait. Il a posé la question, moi je vais répondre. Comment on fait pour que notre or parte du Cameroun jusqu'à arriver à Dubaï? Je vous dis, monsieur Jean-Jacques Zé, les êtres humains ne sont pas des aiguilles dans une botte de foin pour disparaître. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas disparaître dans ce pays. Si vous commettez un forfait, on dit qu'on vous cherche, on vous retrouve à l'instant même. Vous n'avez pas 24 heures, c'est beaucoup, vous comprenez? L'or, c'est la même chose. Nous avons eu un débat ici sur EGS. Je fixe tout le monde sur EGS. On a eu au port, on l'a oublié. On a oublié ce débat sur les aéroports. EGS est chargé seulement de cela. C'est-à-dire de contrôler tout ce qui entre et sort. Je reste seulement là. Vous comprenez? Comment on fait pour que l'or arrive à l'aéroport, voyage dans l'avion et arrive jusqu'à Dubaï? Alors que nous avons aussi des stupéfiants qui arrivent, la drogue, ainsi de suite, qu'on a d'ailleurs arrêté à Douala. Je crois qu'on parle de l'affaire EGS. Dites-moi aujourd'hui, on vous a même donné encore le nom de la personne qui était le propriétaire de la cargaison. On a compris. Non, je sors pour vous dire que le problème n'est pas l'exploitation artisanale. Le problème, c'est le circuit de sortie. Parce qu'il faut le dire. Et il faut interpeller ici, même monsieur le directeur, le délégué général de la Sûreté nationale. Parce que peut-être ses collaborateurs ne lui disent pas toujours au fond de la vérité. Les services de la DGSN, les services, quand je dis des services, il y a des services spécialisés, hein, quand on dit surveillance du territoire, renseignements généraux et tout ça. Dans notre, le renseignement dans l'armée même,
quand vous parlez de CEMIL, vous parlez de quoi là, DGRE, tout ça. Tous ces services-là ont ces informations-là. Le problème, c'est comment font-ils pour ne jamais informer leur patron de ces circuits de sortie Oui, je pense que je voulais un peu nuancer certains propos, notamment ceux de Valère. D'abord, il n'existe aucun pays qui peut tout contrôler. Sinon, la drogue n'entrerait plus dans des pays comme les États-Unis ou l'Europe, avec tout ce qui est mis comme moyen. Donc, nous ne demandons pas... Le débat ne doit pas porter sur le fait qu'il y a une partie de l'or qui échappe. Le débat doit porter sur la performance, l'efficacité du contrôle ou des mécanismes de contrôle que nous mettons en place. Le ministre n'a pas tort sur ce qu'il dit. Et c'est pour ça que j'ai dit, évitons parfois que les gens nous, on dit en anglais, mislead, nous entraînent dans un débat qui n'est pas le débat. Parce que le ministre, en réalité, ce qu'il dit là, c'est vrai. C'est-à-dire que si on va regarder les réserves d'or du Cameroun d'il y a aujourd'hui, on voit que 1500, rien n'a disparu. Mais c'est pas ça la vraie question. C'est pas ça la question. La question, c'est de savoir, est-ce que le Cameroun devrait se retrouver avec tout ce qu'il y a eu comme exploitation? Est-ce que c'est seulement 1500 kilos d'or? Donc, si vous voulez les 1500, on peut vous prouver que il n'y a pas un seul kilo d'or qui a disparu, il a raison. Mais sauf en dehors peut-être du sauf qu'il entraîne les Camerounais dans un faux débat. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est l'optimisation dans la gestion de nos ressources naturelles. Et nous savons que les pays africains, et là je réponds à Elim Beloube, ont deux principales contraintes. La première est technologique. Il y a des ressources que nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas la technologie, les compétences nationales pour pouvoir le faire. Alors, les pays pauvres sont dans cette situation. Donc, ils sont donc obligés de libéraliser certains secteurs. Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la technologie pour aller retirer le pétrole que j'ai dans les océans. Parce que ce n'est pas le fait d'avoir les ressources qui est important. D'ailleurs, aujourd'hui, des organismes comme la BAD estiment que quand on évalue la richesse, le PIB d'un pays, on doit tenir compte des ressources. Mais sur le plan économique aujourd'hui, on considère comme richesse ce qui est exploitable, ce qui est déjà exploité. Donc il y a un certain nombre de ressources naturelles dont nos pays disposent, mais nous n'avons pas la technologie. Alors les États africains se retrouvent dans un dilemme. Soit on attend qu'on ait la technologie, on ait les compétences qui vont nous permettre d'extraire le fer de notre sous-sol, d'extraire le lithium ou le cobalt de notre sous-sol, soit on se dit, ça risque de nous prendre des décennies, des années, pourtant c'est des ressources qui peuvent contribuer, ouvrons le secteur, d'où le libéralisme et l'idéologie, à des opérateurs qui peuvent justifier de la technologie et de la capacité financière que nous n'avons pas pour construire soit l'usine de raffinage, soit la structure de production, et ça va nous permettre d'exploiter notre ressource. Et dans ce type d'orientation, le problème qui se pose, c'est la répartition. On s'est rendu compte, sur un certain nombre, et en Afrique, on se rend compte que le véritable problème, c'est la répartition des ressources. Il a parlé du Mali, on peut parler de l'uranium au Niger. On voit qu'il y a des opérateurs privés qu'on avait libérés qui exploitaient ces ressources-là, mais le pays n'en tirait pas le maximum. Et lorsque ces pays ont soit renégocié les contrats, dans certains cas ça s'est fait, ou en tout cas, mis fin à des contrats et fait appel à un autre partenaire, parfois ces pays se retrouvent à gagner le double ou le triple. Donc c'est ça en réalité la problématique. La problématique n'est pas de fermer nos frontières, n'est pas d'interdire le libéralisme, c'est de s'assurer qu'on met en place les mécanismes qui vont s'assurer que nous avons d'abord la bonne information. Moi je connais des pays pétroliers où les gens ne savent même pas, les États n'ont même pas la capacité de connaître le nombre de tankers qui viennent prendre le pétrole à notre mer, parce que les quelques nationaux que vous allez nommer là-bas, qui sont des directeurs dans ces grandes multinationales de pétrole là, on s'arrange à les corrompre à un niveau que vous avez 1% de chance qu'ils soient patriotes.
D'accord. Et je chute, monsieur Zé, parce que ça me permettait de nuancer aussi le propos de Limbelo sur le facteur humain. Il a totalement raison. Mais j'ai envie de dire à monsieur Limbelo que doit-on inventer les Camerounais? Parce que comme disait quelqu'un, et je le dis un peu de manière triviale, un pays à l'image de ses hommes, à tous les niveaux. Parce que ce que vous déplorez, c'est que vous maudit quoi. D'abord, non, c'est pas maudit. Ce que vous déplorez, monsieur et j'aime souvent vous écouter, ce que vous déplorez, vous allez vous rendre que le même comportement que vous déplorez au niveau public, vous le voyez au niveau privé. Le même comportement que vous déplorez dans le pouvoir, vous le voyez dans l'opposition. Vous vous rendez compte qu'il y a un problème au Cameroun, qui est général, merci. Voilà, donc il faut tenir compte. Lorsqu'on écoute les uns les autres, on se rend compte qu'on a les problèmes à tous les niveaux. Le contrôle, on ne sait pas exactement qui fait quoi, d'où les suspensions nombreuses, les ruptures de permis qu'on a observées ces derniers temps. C'est des dizaines de structures dites illégales qu'on a identifiées et dont les permis ont été suspendus. Les mécanismes de contrôle, on a même jusqu'au ministère la suspension de la brigade minière depuis environ 3 ans, qui était une structure censée être efficace dans le contrôle et qui agissait sur l'ensemble du territoire national. Cette brigade n'existe pas ou elle a été suspendue. Les déclarations ne sont pas exactes. Les sociétés d'exploration deviennent des sociétés d'exploitation et de production. Il y a tout un capharnaüm qui arrive même au sommet du ministère où on a juste un ministre par intérim. Merci de me donner la parole. Pour pouvoir comprendre les problèmes qui ont été posés, il faut les resituer dans un contexte. Quel est ce contexte? C'est celui de l'extractivisme parallèle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, il y a un ensemble de réseaux qui, au fur et à mesure, ont développé une structuration mafieuse, qui se sont installés dans cette région pour exploiter ce minerai d'importance qu'est l'or. Ce sont des réseaux internationaux et ce sont des réseaux nationaux. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une économie d'enclave qui s'est constituée avec un certain nombre de mécanismes que l'État n'arrive pas à contrôler parce que cette économie d'enclave a construit des réseaux de collusion avec des mécanismes de contrôle sécuritaire. C'est ce qui est révélé par tout ce qui se dit sur le trafic de l'or dans cette région, qui en réalité est l'un des lieux d'implantation de cartels mafieux qui sont dangereux pour la souveraineté du Cameroun. Cela étant dit, évidemment, il faut que le Cameroun construise une politique systématique de gestion et de régulation de l'exploration et de l'exploitation de l'or dans cette région, en organisant ce qu'on peut appeler une économie stratifiée. C'est quoi une économie stratifiée? C'est que nous aurons l'État en position non seulement de régulateur, ça c'est la théorie libérale, mais un État coordinateur, c'est la théorie mercantiliste, parce que l'or en question, c'est un instrument de souveraineté qu'on ne peut pas laisser complètement aux mains du secteur privé, qu'il soit national ou international. Cet État coordinateur doit, c'est un impératif, pouvoir construire cette économie avec un ancrage local de type communautaire. Ça veut dire donc que dans les métiers qu'il faut organiser pour un meilleur développement de l'économie aurifère, il est fondamental d'insérer des acteurs qui appartiennent donc à l'écologie humaine régionale, c'est-à-dire les communautés de l'Est. Parce que c'est un élément essentiel. Si l'or est une ressource nationale, comme le pétrole, comme tout ce que vous voulez, le cacao, le café, c'est produit quelque part. Et on ne peut pas imaginer que l'exploitation et la valorisation de cette ressource-là se fassent alors que les communautés locales sont complètement
exclus du mécanisme. Et ça permet donc de résoudre au moins certains problèmes de développement régional. Il est important également de développer un secteur privé national. Et ce secteur privé national ne doit pas simplement être entendu dans une logique transactionnelle. On vient faire des affaires et on part. Non. Il doit développer une expertise professionnelle et technologique qui permettra donc de mettre au final en compétition ces opérateurs nationaux avec les opérateurs internationaux. Parce que pour constituer donc la capacité logistique et technologique, il faut la confrontation avec ceux qui sont les plus compétitifs. Il ne suffit pas simplement de donner des agréments aux gens, il faut développer une expertise. Et cette expertise-là doit être formée par l'État du Cameroun. Cette économie peut être donc, comme on l'a vu, et on l'a dit pour le Mali et pour le Burkina Faso, peut être vue dans le partenariat avec l'international. Mais là, l'État doit être vigilant. Ce partenariat ne doit pas être l'occasion, encore une fois, que des gens créent des niches égoïstes, individuelles ou concessives de profit. Mais ça doit être un partenariat d'intérêt national. Même si nous n'avons pas l'expertise technologique dont M. Abaté a parlé, d'abord, comme je l'ai déjà dit, nous devons la former. Ensuite, nous devons insister sur le problème des partages, du partage des gains. Parce que c'est là tout le problème de cette économie des minerais et des hydrocarbures. Ça veut dire que si des gens viennent, si la ressource est à 100 francs, s'ils prennent 95 francs, vous voulez donc faire quoi? On a vu des partenariats de ce type en Afrique où des gens venaient prendre 95 francs. Après, ce sont les mêmes qui disent que le pays n'arrive pas à se développer. Non. C'est-à-dire qu'il y a quand même une marge minimale dans ces partenariats. Nous devons si vous permettez, pour appuyer ce que vous dites, parce que quand on dit même 100 francs, ça ne monte pas. Parce qu'il y a des ressources qui font sortir à l'état brut, bien sûr, sans vous dire la quantité, et qu'ils vous disent que dans leur pays, ils ont transformé, ça a donné ceci. C'est sur ça qu'on s'attend. Donc, il faut des capacités non seulement à bien négocier les partages, mais les capacités à savoir. Par exemple, nous avons aujourd'hui le fer qui sort du Cameroun. On ne sait pas exactement à quel taux le produit brut qui sort est enrichi en fer. C'est eux qui vont nous dire. Et vous savez qu'en fonction du niveau d'enrichissement du minerai brut, la valeur également joue. Donc les pays africains ont une importance, c'est une question de souveraineté stratégique, comme disait le professeur, tellement importante que nous devons, à défaut d'avoir les structures, d'avoir les financements pour créer nous-mêmes nos usines ou nos raffineries, nous devons au moins avoir les compétences techniques et technologiques. Pour terminer donc, et c'est là où il y a donc l'aspect stratégique qui a été abordé. Un minerai comme l'or doit faire l'objet d'une garantie souveraine fondée sur la protection militaro-sécuritaire. C'est-à-dire que nous devons avoir un Fort Knox à notre niveau où nous sommes capables de protéger nos réserves en or. Pourquoi? Parce que évidemment, l'or demeure, en dépit des transformations des mécanismes de la régulation monétaire et financière internationale, quelque chose qui est essentiel, comme M. Otélé le disait, pour la crédibilité financière d'un pays. Et la protection doit être une protection de premier niveau d'ordre militaro-sécuritaire. C'est-à-dire, pour le dire simplement, il faut qu'il y ait une forteresse protégée par l'armée, les forces de défense et de sécurité du Cameroun, où on sécurise sur notre territoire ses ressources. Je suis d'accord. Ça permet, pour terminer, ça permet de contrer, malgré donc les contraintes que nous avons, ça permet de contrer les fluctuations qui sont liées à la zone monétaire dans laquelle nous nous trouvons.
Merci pour cet aspect de sécurité. Ça pose la question du rôle de toutes les institutions. Je voudrais vous lire un petit passage de la sortie du ministre concernant le rôle même du ministère des Mines. Le ministre dit ceci: il participe exclusivement, il faut bien noter, il participe exclusivement à la définition, à l'élaboration, à la mise en œuvre de la politique minière nationale. Il a un rôle régalien de régulateur. Il n'est pas et ne sera jamais, c'est le propos du ministre, il n'est pas et ne sera jamais un opérateur de marché. Il n'intervient aucunement dans les activités d'achat ou de revente de l'or. Son rôle est d'octroyer les titres, de s'assurer du respect de la réglementation qui gouverne l'exercice de l'activité d'exploitation de l'or. Le ministre dit à aucun moment il n'a un contact avec l'or. Oui, ce que je veux dire, il est en train de balancer la responsabilité sur le directeur général de la SONAMIN. Aussi simple que ça. Pas seulement sur le chef de l'État également. Moi, je ne voudrais parce que pas la définition des missions que l'on pense que le débat est dévoyé. C'est plutôt, moi je crois que ce qui nous amène sur les affaires de comment vendre notre... C'est eux qui dévoilent le débat. Le prof a fini par la fin et je crois que le professeur a écrasé tout le débat. C'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons nous retrouver sur un plateau de télévision à parler d'une ressource comme l'or et de penser et de passer le temps à dire que nous devons absolument nous assurer qu'on vend de bons prix, ainsi de suite. On vend l'or pour faire quoi? On vient de dire, je crois que M. Otel l'a dit, c'est une réserve qui doit justement nous servir de balance dans les négociations avec les autres quand nous sommes dans le besoin. Je l'explique simplement pour que ceux qui nous comprennent, ceux qui sont en face là-bas nous comprennent. Vous comprenez? Donc le Fort Knox, la Sonamine est l'équivalent de la Sonara. C'est-à-dire Sonara, mais en partie. Quand on dit en partie, c'est-à-dire qu'on a juste gardé notre Sonamine si dans un volet purement commercial. Alors que la Sonamine, et vous l'avez dit au départ, c'est-à-dire que c'est la Sonamine qui doit créer sa propre raffinerie. Donc on l'a anesthésié. Ça partons d'abord de là. Donc c'est pas une affaire de Honda. Non, je voudrais que voilà, il est né à Bateki Samba parce que c'est à lui que je m'adressais particulièrement. Ça va pas. Parce que quand lui parle de ses politiques de vente ainsi de suite, non, notre politique c'est quoi? Quand il parle, si vous faites l'équilibre des agréments dans l'or, vous allez voir que la région du Sud est au peloton de tête des détenteurs d'agréments dans l'exploitation de l'or à l'Est. Ensuite, vient la région de l'Est elle-même. Quand je dis la région de l'Est, ce n'est pas que nos populations de l'Est ou bien les populations du Sud. C'est l'élite du Sud qui est au sommet là-bas autour du chef de l'État. C'est l'élite de l'Est qui est au sommet là-bas autour du chef de l'État. Justement, qui s'assure d'avoir ces agréments et de les soumettre à des individus qui sont notamment des Chinois. Parce qu'il faut le dire. Parce qu'on dit les Asiatiques. Les Asiatiques, c'est qui? C'est pas la Corée, c'est pas ainsi de suite, c'est les Chinois. Je vais vous dire, monsieur Jean-Jacques Zé, est-ce que vous savez que toutes ces vos affaires de Chinatown, que vous voyez à Douala là, que vous voyez à Yaoundé là, les grandes boutiques, les magasins d'habits, ce n'est qu'en fait des paravents. La plupart de ces Chinois là sont dans l'exploitation de l'or. Vous allez voir que nos douaniers ont créé comme des zones exclusives de contrôle du marché chinois dans les villes là. Parce qu'ils savent en fait ce que les Chinois eux-mêmes cachent là-bas. Je peux vous dire même qu'il y a des Chinois qui habitent ici au Cameroun, qui sont dans les grands immeubles que vous voyez là, qui ne sortent jamais, qui sont justement là pour réceptionner le travailler, le solidifier, faire tout ce que vous imaginez et le faire sortir du Cameroun par des voies que vous connaissez. Monsieur Jean-Jacques, tenez-vous tranquille. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a toute une compagnie qui est spécialisée pour la sortie de l'or au Cameroun? Ah bon? Oui, c'est la compagnie aérienne du pays qui a le siège de l'Union africaine. Si vous voyez comment vous appelez ça, le directeur régional de cette compagnie-là, non, c'est un multimilliardaire. Parce que c'est à cela qui sert. Moi, je vous donne les faits. Combien de fois entre 2020 et 2024, vous avez entendu que on a arrêté à l'aéroport l'or qui partait en machin, qui sortait du pays, c'était où? C'était toujours cette compagnie. Même quand on parle de substances psychotropes, les drogues, ainsi de suite, c'est toujours par là, c'est la même compagnie. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Moi, j'ai parlé des services de sécurité pour que le ministre de la Défense prenne aussi ses responsabilités, que le DGSM prenne ses responsabilités. Parce qu'il y a même dans ce pays, dans les services de sécurité, des gens qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire protéger les trafiquants. Partant de l'Est dans les forêts, et ainsi de suite, arriver dans les barrières de police, on laisse passer, jusqu'à l'aéroport de Yaoundé, ou alors de Douala, où la douane est préparée
parler de certains services de douane, pardon, les éléments de la On a un petit quart d'heure maintenant pour essayer de proposer quelque chose. Je suis sorti donc pour dire quoi? Oui, s'il faut donc proposer. Non, qu'on arrête de vendre notre or. L'or, c'est pas le pétrole. L'or, c'est pas le pétrole. Qu'on crée un Fort Knox. C'est-à-dire que on stocke notre or là-bas, car il dit au ministre, nous avons 1500 kg d'or au ministère des Finances, à quel coffre-fort, c'est quoi là? C'est un Fort Knox, le ministère des Finances? Ailleurs, le Fort Knox, c'est toute une institution. En France, quand on parle ils parlent souvent de quoi? C'est pas le trésor, ils ont là pour stocker tout l'or, ainsi de suite, on dit que l'or africain, ainsi de suite. C'est des structures bien connues. C'est-à-dire c'est une entreprise qui est bien connue, avec un directeur bien connu, et une structure qui est construite, il dit bien surveillée par l'armée, la police, c'est-à-dire des forces mixtes. C'est comme ça qu'on fonctionne. Croisées, les forces croisées. C'est comme ça qu'on fonctionne. Qu'on arrête de vendre notre or. Tout ce que nous voulons, c'est que on donne à la Sonamine toute la capacité de pouvoir raffiner notre or, du moins exploiter notre or, créer une raffinerie, contrôler tous les circuits, même si les artisans continuent toujours à exploiter, que ces artisans aient pour acheteurs exclusifs l'État. Parce que sur place, c'est cela que nous voulons. Nous ne voulons plus, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les hommes du Sud là. C'est-à-dire qu'on laisse l'exploitation de l'or, tout le monde dit non, il faut libérer. Non, le libéralisme ne concerne pas l'or dans le pays. Qu'on libéralise parce qu'ils ont les agréments, comme c'est le chef de l'État, c'est le pays du chef de l'État, que ce soit les neveux, que ce soit les ceci, ils ont les agréments, ainsi de suite. Et les autres à l'Est sont aussi entrés dans le business. Et puis on se retrouve dans une affaire. La situation. On la construction d'une structure de raffinage de l'or et on commence à dire au Camerounais non, il faut vendre, on ne vend pas l'or. D'accord, la situation sur le terrain, c'est j'ai fini. Vous parlez de l'or au pays. Est-ce que vous savez que même le diamant s'extrait sur notre sol? Pour le diamant, le processus de Kimberley semble afficher de bons résultats. D'ailleurs, on salue le secrétaire permanent. Mais nous, on est même déjà sanctionné aux côtés de l'ITIE qui s'occupe des industries extractives. Ça veut dire qu'on ne devrait pas être surpris qu'il y ait tant de fuites d'or au Cameroun quand on ne réussit même pas à se conformer aux exigences de l'ITIE. Le facteur humain. Encore le facteur humain. Les hommes, la qualité, parce que tout ce que Bessal a décrit, ce que Abaté a décrit en des mots un peu voilés qui lui permettent de ne plus être d'accord à un moment donné. Comme actuellement il n'est pas d'accord. À parler du chef de l'État, là il n'est plus d'accord. Mais les deux, ils parlent de la même chose. Ils parlent de la corruption. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui existe dans tout le monde entier. Vous allez en Australie, vous allez trouver que les sites miniers sont sécurisés. Absolument. Vous comprenez? Et l'Australie, ce n'est pas un pays communiste, ou la Nouvelle-Zélande, ou la Calédonie. C'est des pays libéraux. Mais là-bas, ce n'est pas du libéralisme dans ce domaine. Tout à fait. Oui, parce que c'est des grandes entreprises, très souvent à capitaux nationaux. C'est ça. Qui ont donc et la technologie et la capacité à rester dans un jeu institutionnel contrôlé. C'est-à-dire que quand la grande société australienne de production d'aluminium et tout ça, ou de traitement de la bauxite, a fait son exploitation, elle ne le fait pas n'importe où. Le site est sécurisé et contrôlé par l'armée, par-ci, par ça. On connaît les quantités de bauxite extraites, on connaît les mécanismes d'enrichissement, on connaît à la fin la quantité d'aluminium ou d'alumine qui sort, et tout, et tout, et tout. Moi, je veux vous poser une question. Vous n'avez pas honte? La question s'adresse à qui? À toi. Vous n'avez pas honte. Honte de quoi? En 60 ans, vous avez d'un côté l'exploitation artisanale. Ça veut dire qu'il y a des artisans qui savent comment on fait sortir l'or à terre, non? C'est ça que ça veut dire. Qu'ils savent comment on peut prendre la terre là, on tourne, jusqu'à on obtient quelques pastilles. Hein? Et puis ils filtrent, ils font ceci. Donc il y a un savoir comme ça. Et vous dites, ça, on ne peut pas utiliser ça. On ne sait pas comment faire. On peut Mais si j'étais à votre place, je créerais les conditions pour que ceux qui vont donc sortir lors de la terre soient ceux-ci. Ces artisans qui savent comment faire. Qu'ils soient 30 000. Il faut les convertir en industriels. C'est tout. Non, ils ne redeviendront quand ils auront l'argent.
C'est ça. Ils sont 30 000 artisans qui naturellement ont le savoir-faire Rudimentaire. Et j'achète cet or chez eux. Et c'est là où je sécurise. Voilà. Parce que si j'achète, et s'ils ont la faculté de vendre à quelqu'un d'autre, Parce que mais quelqu'un d'autre pourra leur proposer plus cher. là-bas sur le terrain. D'accord. Comptoir d'achat. Or, ce pays-ci a déjà eu à faire ces choses-là. Ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce que nous avons fait avec le cacao? On a laissé les gens produire. Vous avez vu l'État du Cameroun avec une entreprise qui cultive le cacao. Sur des caots. Même n'avait pas de champ. Hein. Sodekao était une structure d'encadrement. Et d'appui aux producteurs. Les producteurs produisent avec le savoir-faire artisanal qu'ils ont séculaire. L'État a amené une connaissance scientifique avec les ingénieurs agronomes formés à l'ENSA, etc. Et de l'autre côté, tu avais l'ONCPB qui achète et qui crée les conditions pour que les cultivateurs lui vendent de façon préférentielle. Et l'UNCPB revend à l'étranger, gagne de l'argent qui a permis de construire le Cameroun. D'où vient-il qu'une expérience qui existe se perde? Quels sont ceux qui ont amené l'affaire des agréments à donner aux gens? Quand ils donnent les agréments là, c'est à des sachants? C'est ça le problème. Est-ce qu'on donne l'agrément à quelqu'un qui sait comment on fait pour sortir l'or? Non. Le facteur humain. D'accord. Le C'est clair, c'est clair. En 10 minutes, Valère, quelqu'un a répondu à votre question tout à l'heure, comment ça se fait en France. Bonjour, juste pour l'info, les réserves d'or de l'État français sont gérées par la Banque de France. Merci. Le métal physique y est stocké dans une immense chambre forte ultra sécurisée appelée la souterraine, située à 27 mètres sous terre dans cette institution. Merci pour compléter l'information. Comment on fait pour en sortir? Vous allez réagir. D'abord, Hubert, comment on fait pour trouver une solution? Le Cameroun perd beaucoup dans cette affaire. Que faut-il faire? Le ministre a cité tous les organismes qui sont impliqués, qui devraient jouer un rôle, du ministère même, Sonamine, Direction Générale des Douanes avec les frontières et autres, Direction Générale des Impôts, les forces de sécurité, Gendarmerie nationale, armée et police, le secrétaire national permanent du processus de Kiberly. Toutes ces structures sont identifiées. Qu'est-ce qui ne marche pas? Que faut-il faire? Alors, Monsieur Lémile Loba dit tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas honte? Alors, j'ai honte alors. Oui, quand même. 1500 tonnes, oui, bien, 1500 kilos, bien sûr qu'on a, bien sûr qu'on a honte. Mais alors, moi, je vais aller beaucoup plus loin avant, et je vais lui dire que non, on ne devrait plus avoir honte. Pour ne plus avoir honte, il faut des solutions. Donc, pour moi, en 1 minute, je vous dis ce que j'en pense sur le plan technique. Premièrement, monsieur le ministre, une fois de plus, je m'adresse à vous. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est la sanctuarisation militaire de l'Est, de la région de l'Est. Il faut la sanctuariser, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a une brigade qui a même disparu. Pourquoi est-elle disparue et comment? Alors, donc, la sanctuarisation en amont, c'est-à-dire que faire des contrôles militaires, policiers, dans cette zone de production, ainsi que, bien entendu, des contrôles technologiques. Il y a des instruments qui existent pour cela. Donc, les deux associés en amont, et puis donc, bien entendu, faire une cohérence analytique avec donc ce qui est ensuite déclaré au niveau de la douane lorsque les marchandises doivent sortir de la douane. Je ne vais pas jusqu'à Valère pour dire qu'il y a une compagnie qui est identifiée, mais elle est identifiée parce que c'est celle qui dessert Dubaï. C'est celle qui dessert le plus facilement Dubaï. Vous avez renforcé. Voilà. Alors, donc, ça c'est la première des choses, la sanctuarisation. Deuxième chose, monsieur le ministre, il faut créer une bourse de l'or. Il faut créer une bourse de l'or où les artisans, justement, et les industriels peuvent venir vendre publiquement, de manière transparente, l'or du pays, et qui est racheté cette fois-là, parce que c'est l'une des missions, qui est rachetée par la Sonamine, par exemple, pour pouvoir constituer le stock de l'État. Troisième élément, il faut créer la raffinerie de l'or. Pourquoi on ne peut pas
financer la raffinerie de l'or. Ça ne coûte pas grand-chose. Valère, tout à l'heure, a donné le chiffre approximatif. Mais ça ne coûte pas, ça coûte pas grand-chose. Même l'or qui existait déjà, à lui seul peut constituer un collatéral pour obtenir un financement qui permet de mettre en place, une raffinerie. Ensuite, quatrième point, faire de l'or un actif financier national. Faire de l'or un actif financier national, et là je rejoins qu'on ne vend. L'or qui est dans les réserves n'est pas vendu. Les États-Unis ne vendent pas l'or. La France ne vend pas l'or. L'Italie ne vend pas l'or. Celui qui est dans les réserves. Mais on peut quand même avoir une activité. La Sonamine peut tout à fait acheter, placer. Donc, les mécanismes existent. Ces 4 points-là, de mon point de vue, s'ils sont mis en place, ils peuvent avancer. Et pour cela, monsieur le ministre, les organismes que vous avez cités, qui les coordonne? C'est la question que je vais vous poser. Qui les coordonne et qui peut sanctionner les défaillances de ces organismes? Ça, c'est clair. Alors, bonjour Jean-Jacques, et c'est pour donner la parole à Daniel Code Abaté. Bonjour à ton riche panel. Au Burkina Faso, le jeune président a remboursé toutes les dettes de son pays avec de l'or burkinabé. Et nous voyons l'évolution de ce pays en quelques années de pouvoir. Chez nous, l'or est une affaire d'une famille et interdit d'en parler. Suivez mon regard. Eric Pep qui envoie ce message-là. Oui, c'est ça qui est toujours gênant dans les débats publics au Cameroun, c'est ce petit populisme qui finit par se glisser. Vous pensez qu'il ne s'agit que de populisme? Oui, essentiellement. Il y a des gens qui nous écoutent dans ces zones d'exploitation et pour vous dire qui est... Non, mais laissez-moi dire ce que je veux dire. Je n'ai pas de parler contre ces gens. Je suis en train de parler d'un certain nombre de positions dont certaines se sont manifestées dans ce plateau, ou dans une question aussi stratégique, aussi importante, les origines ethniques ou régionales sont déjà en cause, on cible déjà une famille, on cible déjà une région. Je pense que c'est malheureux et ça appauvrit le débat parce que c'est des problématiques, c'est des aspects qui sont pour moi assez périphériques du fond de la question. Je voudrais aussi faire la précision que lorsqu'on parle d'exploitation artisanale dans le domaine minier et dans le cas de l'or, on ne parle pas uniquement des petits, des riverains. Il y a des entreprises qui ont l'exploitation minière artisanale est bien définie dans le code minier et elle, parmi les éléments, c'est vous ne devez pas dépasser un certain niveau dans le sous-sol. Je n'ai pas tous les éléments, mais vous pouvez avoir des entreprises, des bonnes entreprises qui ont des excavatrices, qui ont des camions, qui ont qui font de l'exploitation artisanale. Donc l'exploitation artisanale, c'est pas seulement les petits pauvres qui ont une calebasse, qui essayent. Donc c'est aussi des entreprises importantes. Et d'ailleurs, ceux qui vont au-delà des 30 mètres, vous comprenez bien que c'est pas l'artisan. Vous comprenez bien que si quelqu'un est capable de violer de pousser plus loin dans le forage, ça veut dire qu'il a des moyens beaucoup plus importants qu'un seul... Je voulais aussi... Mais si on arrive à des suspensions de plusieurs sociétés dites illégales aujourd'hui, vous avez vu le ministre descendre sur le terrain à la suite de l'enquête demandée par le chef de l'État et de dire justement que c'est peut-être grâce aux informations du processus Kimberley qu'on a pu localiser certaines entreprises dont le sous-préfet, le commandant de brigade n'était même pas au courant. D'ailleurs, c'est les brigades qui n'ont pas plus de 5 éléments pour des zones assez vastes. Mais monsieur, c'est ce que je suis en train de dire, que justement, il ne faut pas réduire l'exploitation artisanale aux petits villageois qui essayent de trouver quelques... nous parlons là de l'exploitation artisanale, ce qui fait problème, c'est des vraies entreprises, dont certaines sont effectivement sont clandestines, dont certaines font même de l'exploitation semi-industrialisée sous couvert de l'exploitation artisanale. C'est ce que je voulais dire. La deuxième chose, il y a quelque chose qui a été balancé comme ça, qui est très faux, dit on ne vend pas de l'or. Mais c'est très faux. Il y a un marché mondial de l'or. L'or se vend, le prix de l'or est fixé tous les jours, parce que tous les jours, l'or se vend. Comment on peut dire qu'on ne vend pas de l'or? Un pays. Maintenant, un pays peut se rajouter tout à l'heure que c'est la quantité qui entre dans la réserve. Moi, je parlais de ça. Je parlais. Parce que même on vend de l'or, puisque vous voyez bien qu'il y a des choses. Il y a des choses. Voilà. Non, ça dépend du choix du pays. Parce qu'un pays peut estimer que je ne suis pas un grand producteur d'or, donc je ne peux pas baser ma politique économique sur les réserves d'or. Voilà, je ne peux pas, le peu que j'en tire, parce que disons-nous la vérité, le Cameroun n'est pas un géant de l'exploitation de l'or. Donc un pays peut estimer. Donc
attendez venir faire votre politique quand vous serez au pouvoir, mais un pouvoir, faut pas venir accuser un pouvoir qui décide, qui de manière souveraine, libre, peut dire, bon, moi je suis pas un grand producteur d'or, donc le peu d'or que j'ai, je préfère le vendre. Encore que même les pays qui stockent les réserves d'or, vous avez souvent entendu des banques centrales de ces pays intervenir sur le marché, soit pour alléger un peu les taux d'intérêt, soit pour lutter contre l'inflation, ils revendent une partie de leurs réserves d'or. La Banque de France a souvent vendu de ses réserves d'or, en partie, pour réguler l'activité économique. Donc c'est une question de choix économique. Il ne faut pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies économiques. Même les pays organisés. Oui, mais là, il faut laisser... Non, mais il faut laisser la rationalité. Il ne faut pas qu'on soit ici simplement en train de dire que c'est nous qui savons tout, les gouvernements ne savent rien, ceux qui sont au pouvoir. Non, il y a quand même une rationalité derrière tout ça. Ça c'est important. Vous le donnez quoi? Les forces de sécurité. Je suis aussi étonné parce que je vous dis, cette question des matières premières et notamment des ressources naturelles de nos pays africains, les problématiques sont connues. Vous croyez que quand vous allez militariser une zone, c'est ça qui va empêcher un produit comme l'or? Il faut d'abord le faire, moi je suis ici. Non, les brigades de gendarmerie, je vais vous dire qu'il y a un certain nombre de... Si ce que vous dites était possible, un commerce comme celui de la drogue aurait pu faire. Parce que c'est le domaine où les États, les grands États ont mis... Mais il y a des mécanismes, d'accord. Il peut y avoir des... Mais laissez-moi développer, Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise mesure. Je suis simplement un peu dans la nuance. Parce que certains présentent cela comme étant la panacée. Je dis c'est pas la panacée. Je voudrais également dire que la question de la technologie est importante. Tant que vous n'avez pas les technologies pour... Parce que ça commence par là. Ça commence par là. Mettez même tous les militaires que vous voulez. Si vous n'avez pas la capacité dans un pays de savoir que dans la main de terre qu'on a pris là, il y a telle quantité de minéraux. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord développer des compétences locales et protéger même ces compétences-là. Parce que ce qu'on observe, c'est que les pays africains qui ont même les compétences, ces compétences sont souvent, j'ai pas envie d'employer un mot vilain, sont souvent corrompus. Parce que si par exemple vous avez quelqu'un qui peut contrôler l'extraction de pétrole dans votre pays, vous connaissez, moi j'ai travaillé dans le pétrole, vous avez nous parlons là des compagnies qui ont 10 fois le budget de toute l'Afrique. Ok? Donc, si ce n'est pas un niveau de patriotisme, le facteur humain, si ce n'est pas un niveau de patriotisme, donc sur 10 hommes, et ce n'est pas propre au Cameroun, on dit que très connu dans nos milieux, nous étions tout petits. Vous savez, il y a eu quelqu'un qu'on a appelé Pondo. Je crois que c'est lui que je parlais effectivement. Pondo meurt justement parce que le Cameroun est au début de l'exploitation pétrolière. Il est chargé de contrôler les sociétés pétrolières françaises à l'époque, à Elf, qui devait donc nous dire que on a tel nombre de barils. Mais il n'a pas été corrompu, il a été tué parce qu'il avait dit que on est en train de vous prendre. Exactement. Je suis c'est pas sûr qu'il a été tué pour cela, parce que mais ce qu'on sait, par contre, c'est qu'en 1987, ceux qui ont été arrêtés et qui disaient qu'on les a envoyés ont été exécutés sur la place périodique, M. Njomze et M. Oumbe. Sans qu'on ait eu le fond de raison finale. Allez, on va sortir. 30 secondes. Pour dire aussi à l'Indonésie qu'il y a minerai. Parce que vous savez, nous les financiers, on juge d'abord de la valeur d'un produit sur sa liquidité. Il y a des produits que vous pouvez sortir avec là, avant que vous arriviez au carrefour, vous avez déjà transformé ça en argent. Ces produits sont beaucoup plus sollicités, sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Quand vous avez de l'or, c'est pas comme si vous avez du cacao. L'État peut contrôler le cacao. Parce que si je vous donne à Elimbi un sac de cacao aujourd'hui, et que je veux l'argent de ce sac de cacao, il va se gratter la tête pour le transformer en argent. Parce qu'il faut qu'il trouve vraiment quelqu'un qui est intéressé.
Mais là, avant que vous sortiez d'ici, M. Limbi, vous aurez déjà un président. D'accord. Donc il est beaucoup plus difficile. Il a parfaitement raison. La monétisation. Oui, ce que je tiens à dire que non, il faut qu'on comprenne très bien que ne comparons pas, ne faisons pas. Non, je compare, tu sais pourquoi, une seconde. Le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu les mêmes problèmes. C'est deux pays voisins. Et quand on a démantelé l'ONCPB ici, et ce sont les pays étrangers qui nous ont obligés à démanteler l'ONCPB. La Côte d'Ivoire a gardé son outil. Parce que la caisse stable, c'était le même truc. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'une partie de la production ivoirienne était vendue au Ghana. Tout simplement parce que le Ghana, les traders au Ghana offraient les meilleures conditions. Mais il n'y a pas que les gens du Sud exploitent le Ghana. Ça veut dire que les gens du Sud, vous voulez le dire. Je pense que s'il va aller, s'il va te l'Est aussi. Il a dit. Sur le contrôle, professeur, sur le contrôle, Feu Dodé Ndoké disait qu'il fallait même que le ministère s'équipe en drone pour assurer la surveillance de ces zones, qui sont des zones très vastes, qui sont frontalières à la République centrafricaine, qui elle-même est dans une exploitation contrôlée, ce qui complexifie davantage et qui appelle à ce que les mécanismes de contrôle, même si Daniel Koulou-Dabaté a voulu relativiser, soient densifiés. Moi, je pense que c'est d'abord une affaire d'orientation politique et stratégique. Ça veut dire qu'on sait évidemment qu'il peut y avoir des brèches dans les systèmes de contrôle, lié à ce que M. Limbi Lobe appelle les facteurs humains. Mais le Cameroun a déjà conçu des systèmes de contrôle croisés ou autre chose qui sont extrêmement efficaces. Pour sauver le président. Donc, il y a la possibilité, c'est vous le dites, il y a des systèmes de contrôle croisés qui peuvent permettre de réduire les brèches. C'est l'orientation. Ces systèmes peuvent donc faire entrer tous les instruments de surveillance que vous évoquez, par exemple les drones, mais dans différents dispositifs. C'est-à-dire que le ministère peut avoir ses instruments, la SONAMINE a ses instruments, les forces de défense et de sécurité ont les leurs, et d'autres agences de contrôle, même sollicitées de manière contractuelle, peuvent avoir les leurs. D'accord. Deuxième chose, c'est l'idée que c'est une ressource stratégique qui doit être au cœur de la recherche de la souveraineté économique. Même si nous sommes en situation défavorisée dans les rapports de force, l'une des choses que nous pouvons faire pour le mieux bénéficier de cette ressource, c'est de comprendre que pour ce genre de choses, on ne peut pas appliquer le libéralisme. Il faut appliquer le mercantilisme. C'est le mercantilisme qui permet le mieux de défendre la souveraineté. Et même si les ressources sont limitées, même si elles peuvent faire l'objet... à côté d'un libéral, je ne suis pas d'accord avec toi. Évidemment, je sais que tu me dis... Vous les libéraux là. D'accord. Moi, je ne le suis pas, donc il n'y a aucun problème. Donc, il m'a fait perdre le fil. Favorable au mercantilisme parce que, en réalité, l'or doit être au cœur d'un apprentissage. Cet apprentissage, c'est justement celui de savoir comment on constitue, même dans des conditions difficiles, une réserve de valeur qui va servir à défendre la crédibilité du pays. Alors, on finit par là. Finalement, il faut quoi? Du temps? Il faut reformer les textes pour qu'on garantisse la sécurité de notre or? Non. Il faut réformer les gens que défend M. Dani. C'est vrai qu'il faut réformer. Parce qu'il vous dit qu'il est un libéraliste. Effectivement, il a bon droit d'être un libéraliste. Puisque eux, ils ont un instrument dont ne disposent pas les autres opérateurs économiques camerounais. Ou le petit Camerounais lambda. L'instrument qu'ils ont, c'est la proximité au président. C'est-à-dire le pouvoir suprême. C'est-à-dire à partir du pouvoir suprême, ils peuvent demander à un ministre, donne l'agrément à tel. Donne l'agrément à moi, et ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils veulent qu'on libéralisme, l'exploitation des richesses du Cameroun. Très populiste. Parce que c'est ça en fait. Oui, moi je suis un populiste, je l'assume. Libéralisme, c'est pas ça le libéralisme. Et donc, voilà la logique dans laquelle nous trouvons. Non, nous refusons
quand on parle de libéralisme sur l'or, je veux bien qu'on vende notre or, mais on a d'abord stocké combien, quelle quantité pour commencer à vendre. C'est ça le problème. Pour stocker, Si on commence à dire, contrôler. monsieur Sombaladi, c'est une ressource stratégique. Donc nous devons d'abord en stocker suffisamment. Vous avez dit 8 000 tonnes pour les États-Unis. Mais c'est un matelas suffisant pour être crédible en toute situation lors de sollicitation à l'international. Mais nous, on n'en a même pas. Et on libéralise déjà. Parce que ça, dans le véritable souci, non, on ne doit pas libéraliser. C'est ça que je voulais dire. Je voulais aussi dire qu'en fait, que quand nous nous disons, moi, les débats qui vont empouler les Camerounais, non, moi, je vous ai laissé ces débats. Je suis en politique. Pour dire aux Camerounais, en fait, que voilà de B à bas ce qui se passe de manière concrète. Donc, il faudrait que nous fermions toutes les voies, y compris, nous avons eu un débat ici, où un de vos cousins, je ne sais pas si vous êtes de la famille présidentielle, mais vous êtes du Sud, le neveu du président avait été rejeté par les populations de l'Est, dans des sites de miniers, l'exploitation de l'or. Nous étions ici. Nous étions ici. Donc il ne faut pas, nous ne créons pas. Ce n'est pas des créations ex nihilo, c'est des faits que nous justifions. Donc je ne voudrais pas qu'on pense que l'or devrait appartenir à une famille ou devrait appartenir à un caste de dirigeants parce qu'ils ont une proximité avec le président. Non. L'or est la ressource de tous les Camerounais, comme le diamant. Vous comprenez? Qu'on donne à Sonamine tous les moyens pour se constituer du début de l'exploration, de l'exploitation jusqu'à à la vente, si à la commercialisation, si on veut, mais en passant par le stockage et la constitution des réserves propres au Cameroun qui nous permettront, et surtout le ministre des Finances et M. Sombala dit, de ne plus emprunter n'importe comment à l'état usunaire, non concessionnaire à l'international. Le petit bémol, c'est que c'est à l'école primaire que j'ai commencé à apprendre qu'on exploite l'or à l'Est. C'est depuis l'école primaire que le Cameroun est incapable de structurer l'exploitation de l'or. Merci, monsieur le président. Parce que justement, il y a ce domaine s'est amplifié ces derniers moments. Donc, il faut bien cerner ça. C'est quelque chose de complexe. C'est ça. Est-ce que la famille a eu des agréments à l'Est? On n'en sait rien. Non, on n'en sait rien. C'est la famille des biens. Nous devons si on prend bien votre pays, c'est la famille des biens. Ce n'est pas la famille d'exploitation de l'or. Exemple. Non, ce qui est important, est-ce que vous avez entendu que l'épouse ou la fille d'Aïd avait des agréments? Où étaient des agents doubles ou il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc aussi Aïd était impliqué. C'est ça qui parfois fait que nous autres on s'éloigne un peu du débat. Parce que, non, je veux dire, parce que on parle d'une question de souveraineté, de stratégie nationale. Mais certains politiciens, ils parlent de faits, il vient parler de la famille présidentielle. C'est ça qu'il est mais pour savoir, au Niger, au Mali, au Burkina, ce que je veux dire, les familles des dirigeants politiques en Angola. Je vais aller plus loin, monsieur Elie Loubet. Vous savez bien qu'on accuse aux États-Unis et un peu partout les familles présidentes en Turquie. Vous savez bien qu'on dit que Trump, le président, comme que des guerres pour ses intérêts. Le débat là-bas, que Bush. Donc, ça c'est ce que je veux dire. Faut pas faire des choses. Quand on veut discuter des problématiques, allons au fond. Regardons les choses de manière objective et rationnelle. Et ne pas créer des personnalisations ou des... Dans le regard objectif, non, c'est qu'il y a des acteurs. Et ces acteurs peuvent être... Vous m'avez entendu parler, c'est pas parler des gênés. On une situation générale et qu'on responsabilise les Non, ce que je veux dire, c'est que dans ce type d'économie, il y a toujours, c'est imparable, il y a toujours des acteurs de l'establishment. Toujours, mais, ce n'est pas parce qu'il y a des acteurs de l'establishment que ça ne doit pas être régulé. Tout à fait. Avec comme priorité l'intérêt national. Ensuite, il y a aussi des éléments politiques en termes de redistribution qu'on a signalé tout à l'heure. S'il y a donc maintenant
une oligarchie, par exemple, de production et d'exploitation de l'or, on ne peut pas ne pas y avoir des originaires de l'Est. D'accord, c'est clair. La question de sortie qui va revenir dans nos prochains débats sera celle de savoir... Merci. Merci. Parce que je crois que au grand dialogue, j'avais proposé la création d'une taxe, d'une redevance minière qui doit être payée aux collectivités territoriales locales, là où l'exploitation a lieu. On vous dit merci d'avoir regardé. On attendra le retour du chef de l'État pour revenir avec le sujet sur les dossiers cruciaux qui attendent le président Biya. Vous avez été nombreux à participer à ce programme. Merci beaucoup Hubert Otélé Somba, les nouveaux dans la maison. Daniel Claude Abaté, on espère qu'on vous retrouvera très très bientôt avec le même plaisir. On salue tous nos téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Bon dimanche et à dimanche prochain.